Bon après-midi tout le monde. Donc, Dominique Deneau, associé d'Ascendis Conseil. Donc, peut-être en introduction, ce que je voulais vous mentionner, c'est que le webinaire va être offert dans le cadre de l'initiative Les Parcours vous invitent de la Ville de Montréal et puis de Service Québec. Donc, vous faites sans doute partie de l'un de ces parcours. Il y en a 5 au total, cabinet créatif, appelons MTL, C3, il y a Parcours Innovation, puis également le parcours de développement durable. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, bien évidemment, ce qu'on voulait faire, c'est une initiative qui vise à soutenir les PME dans la crise que l'on connaît. Vous savez que la dernière fois, pour ceux qui ont participé en direct ou peut-être en rediffusion, là, vous avez vu qu'on a traité du sujet de gestion des liquidités et puis le volet de droit du travail. Donc, maintenant, ce qui est grand temps de regarder, puis sur le sujet sur lequel, en priorité, il faut se pencher, c'est évidemment le plan de relance. Déjà, Legault, hier, a annoncé qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité, donc la construction domiciliaire qui redémarrait. Il y a un paquet de secteurs qui vont redémarrer dans les prochaines semaines. Donc, le sujet est à propos pour comprendre, disons, les dimensions d'un plan de relance, répondre à vos questions dans un contexte où les choses changent sur une base quotidienne. Donc, c'est la raison pour laquelle on a invité nos 2 conférenciers experts, qui sont les 2 associés en conseil en management de Raymond Chabot Grant Thornton, qui sont Vincent Cartier et puis Pierre Fortin. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à l'un de vous deux pour le volet de votre présentation. Puis par la suite, je prendrai les questions au fur et à mesure qu'à la fin de la présentation qui rentrera sur le volet Q&A que Marie-Hélène a parlé en bas, puis on sera en mesure d'animer ces éléments-là. Mais je dirais que pour les questions, n'attendez pas à la fin. Au fur et à mesure que vous les avez, consignez-les dans la section en bas. Puis nous, ça va nous permettre de déjà faire un tri, puis de se préparer pour le Q&A après le volet de présentation. Donc, Vincent ou Pierre? Oui, merci, merci Dominique. Vincent Cartier, comme tu l'as dit, Dominique, je suis associé en conseil management chez Raymond Chabot depuis maintenant 1 an ou près d'1 an. J'ai débuté ma carrière, en fait, j'ai passé 25 ans de ma carrière dans un autre cabinet au sein d'un Big Four, toujours associé. J'y étais associé, comme je le suis présentement, en gestion de risque et en conseil en management. Je demandais à Marie-Hélène, qui joue le rôle de la fée clochette aujourd'hui, de passer à l'autre page. On va traiter rapidement, en fait, les 3 sujets dont on veut traiter aujourd'hui, qui sont scindés ici en 7 éléments à la table des matières. C'est la situation actuelle, parler un petit peu de comment opérationnaliser un plan de relance, puis on va vous parler des 8 essentiels ou 8 axes de réflexion que vous devriez considérer afin d'être prêt à rebondir ou à vous remettre en selle pour faire face aux prochaines étapes. Donc, en prochaine étape, juste un rapide rappel sur la situation actuelle. Je ne passerai pas ce qui s'est passé en amont, mais tout s'est passé très rapidement. 11 mars, l'annonce officielle par l'OMS de la pandémie. Ici, le 23 mars, fermeture officielle des commerces non essentiels. Le 27 mars, impact économique important où on a abaissé le taux directeur. La Banque du Canada a annoncé une baisse des taux directeurs applicables. 28 mars, isolement de plusieurs régions au Québec. Tout récemment, tu as fait référence, Dominique, en amont, l'annonce de la reprise de certains secteurs d'activité. En fait, il y en a 4, les mines, tout ce qui est paysagement, services mécaniques et la construction. Prochaine slide, Marie-Hélène. Sur une forme plus graphique ici, évolution en fait en termes d'interruption d'affaires de la pandémie. Donc, on voit ici des vagues qui sont la situation dans certains pays. Ici, plus localement, l'annonce, et là, malheureusement, c'est ma photo plutôt que la date que je vois à l'écran. En termes québécois, au niveau plus local, le 20 avril, la prédiction qu'on allait atteindre le sommet de la pandémie ici au Québec. Et je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder à la télévision, mais on a annoncé, en fait, la firme Morgan Stanley s'attend à une seconde vague qui se situerait au mois de décembre. Je pense que ça peut avoir un impact nord-américain important sur les affaires, mais on anticipe déjà une seconde vague qui serait moindre, mais qui aura définitivement un impact sur les opérations. On a scindé ça en 3 grandes parties, puis on va y revenir un peu plus en détail. Mais on a été
on était jusqu'à maintenant en mode réaction, où les entreprises ont eu à réagir rapidement à toutes ces annonces-là, autant au niveau économique qu'au niveau humain. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est de commencer à réfléchir, à se positionner en termes de récupération reprise des affaires. Une slide très rapide là pour peindre, pour imager la situation au niveau de l'emploi. C'est des données qui sont fournies par Statistique Canada. Donc, le niveau de l'emploi qui a dégringolé drastiquement dans les derniers jours, dernières semaines, donc auquel tout le monde fait face présentement, tant au niveau humain que corporatif. Prochain slide. En fait, ici, on a mis quelques éléments, quelques citations. En fait, une au niveau un peu plus politique où les pays sont en mode réactif, sont en mode de protéger leurs économies. Une citation de Dr. Ryan à cet égard-là. Et une autre, un niveau un peu plus affaires, l'économiste en chef de la Banque Royale qui, comme on va en discuter aujourd'hui, va en fait, ce qui te peint, c'est que les sociétés qui vont réagir, qui vont se positionner rapidement, vont être celles qui vont survivre, qui vont passer à travers la crise et qui vont pouvoir bénéficier de la reprise des affaires le plus rapidement possible. Prochain slide. Donc, tel que je l'ai dit tantôt, les éléments dont on va traiter aujourd'hui sont surtout au niveau de la récupération et de la reprise des affaires que nous, on a peint entre avril et juin. Comme tu l'as annoncé tantôt, Dominique, il y a des trucs qui ont déjà commencé à se repositionner. La vie d'affaires va reprendre tranquillement. C'est à titre qu'indicatif. On comprend que c'est propre à des secteurs d'activité. L'agence de voyage ne va pas réagir de la même façon puis au même moment que dans certains autres domaines. Et par la suite, ce qu'on anticipe, c'est qu'en décembre, janvier, février, on espère une reprise qui va permettre aux sociétés de se retrouver dans une situation qui était les leurs le plus rapidement possible. Ça, c'est une slide qui en fait, ce qu'on cherche ici à peindre, ce qu'on cherche à imager, c'est que suite à un effondrement de l'économie en réaction de la pandémie, avec des espèces de pics dans lesquels on vit présentement, qui va être propre à des secteurs, qui va être propre à des géographies, va permettre à des sociétés, entre le moment présent et décembre, de se positionner. Et le positionnement, la réflexion, la mise en place de plans d'action va permettre à des sociétés de reprendre plus rapidement de se repositionner de façon proactive et de réagir de façon à sortir gagnante de la situation face à d'autres entreprises qui s'y n'ont pas ou qui s'y s'invitent pas à mener cette réflexion-là, risquent d'avoir un impact plus que négatif sur le cours de leurs affaires. Aujourd'hui, ce qu'on va tenter de traiter, c'est tout l'aspect réflexion, axe de réflexion au niveau de l'organisation, de l'analyse et de la planification j'aime pas le mot rebondir, mais à se repositionner dans le cours plus normal des affaires. Donc, ce qu'on a tenté d'imager ici, c'est que la première phase, c'est de s'organiser. Dans un deuxième temps, de planifier, d'analyser le modèle d'affaires et la façon dont on va vouloir réopérationnaliser nos opérations afin de sortir de là avec un plan d'action qui est clair, qui est structuré, qui est inspirant, puis qui va permettre de passer à d'autres choses. Donc, le point important ici, là, c'est l'organisation, faire des scénarios, planifier les prochaines actions. On va vous donner 8 axes de réflexion afin de mener votre plan, afin de pouvoir agir et réagir de façon proactive aux différents impératifs d'affaires qui vont se présenter à vous dans les prochains mois. Dans d'autres webinaires que nous avons faits, nous avons beaucoup parlé de cellules de crise.
de la façon d'articuler la réaction de l'organisation face à ce qui se passait, mais dans un mode beaucoup plus réactif. Ce qu'on vous invite aujourd'hui à faire, c'est d'utiliser cette cellule de crise-là, mais pour la faire plus passer en organisation de mesures de mise en place, des mesures de mise en place d'action afin de mener à terme des actions qui vont vous permettre de ressortir de la crise d'une façon gagnante. Donc, on appelle ça une cellule de crise. Dans l'état actuel des choses, on demande à ce que ça soit transité vers un modèle de comité de gestion où l'aspect crise, où l'aspect gestion des risques va être tout aussi important, mais dans un mode beaucoup plus proactif, dans un mode beaucoup plus réflexion de la relance, de s'organiser au niveau de la relance afin d'être prêt lorsque le temps va venir de se repositionner. On pense, et on en a la quasi-certitude, que la mise en place de contrôle, la mise en place de bien comprendre les risques auxquels va faire face à l'organisation, tant au niveau financier qu'opérationnel qu'humain, va être important, puis de suivre ces risques-là d'une façon structurée, d'une façon quotidienne ou périodique, va vous permettre d'anticiper les choses et de réagir en conséquence afin d'amenuire les risques pour l'organisation. À cet égard-là, je vais inviter Pierre. À parler de certains modes de réflexion afin de revoir, de repenser votre organisation. Merci Vincent. Pierre Fortin, ça fait 15 ans que je suis associé dans le groupe de management de Raymond Chabot, Grant Thornton, responsable de tout ce qui tourne autour de la performance organisationnelle et de la stratégie. Ceci dit, à la deuxième étape de la relance, telle qu'on vous le présente, à l'étape analysée et planifiée, je pense qu'il est important à cette étape-ci, puis bien qu'on n'ait pas le temps parce qu'on court après nos liquidités, on court après nos clients, il est important quand même de lever la tête en bon français pour faire une analyse de notre environnement. Un environnement qui est totalement différent de celui qu'on pouvait vivre il y a ne serait-ce que quelques semaines. Puis, un exercice bien simple, c'est de faire une analyse PESTEL où on va regarder les aspects politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux de notre environnement à cet égard-là. Quels seront les impacts sur nos clients? Comment auront évolué leurs besoins dans ces éléments-là? Quelles seront les perspectives économiques? Les gouvernements, actuellement, les gouvernements ont mis en place une série de mesures qu'on qualifie de filets économiques. Comment ça sera soutenu dans une phase de relance par la suite à l'égard de finances publiques qui seront définitivement affaiblies? Quel sera l'impact des technologies sur notre organisation? On le mentionnait, j'entendais Sophie Brochu, il y a 2 semaines, à Tout le monde en parle, qui disait on a avancé plus sur le plan technologique en 2 semaines quand dans les 2-3 dernières années, les modes de travail auront évolué, les modes d'approvisionnement également auront évolué. Et tout ça, l'analyser en fonction de nous, qu'est-ce qu'on fait de bien dans la vie, et en fonction des différentes parties prenantes avec lesquelles on a à interagir, que ce soit la direction et notre conseil d'administration, nos ressources humaines, nos fournisseurs en matière d'achat, d'approvisionnement. À cet égard-là, on voit l'achat local, la gestion des risques au niveau des chaînes d'approvisionnement sont définitivement des enjeux. Besoins clients, je le mentionnais, et évidemment des investissements. Donc, tout ça, de le mettre dans une matrice pour dire, mais comment je peux regarder la forêt pour savoir c'est quoi les changements, les tendances qui vont m'impacter, c'est quoi les enjeux et surtout, c'est quoi les impacts sur mon organisation. Marie-Hélène? Donc, à cet égard-là, à la lueur de cette lecture de l'environnement-là dans l'outil de planification, c'est comment je peux revoir mon modèle d'affaires. Ici, on présente le Business Model Canva avec lequel sûrement certains d'entre vous ont déjà travaillé. Je ne veux pas en faire une historique, c'est un modèle qui peut être utilisé comme un autre. Mais ce qui est important, c'est de se repositionner dans toutes les sphères de notre entreprise pour se redéfinir en termes de modèle d'affaires et à la lueur de ça, de se dire, bien,
qu'est-ce que je suis capable de faire dans l'horizon de réaction, de récupération et de reprise. Et surtout, ce n'est pas illustré ici, mais de se dire que cette planification-là, un peu comme Vincent le mentionnait tout à l'heure au niveau des risques, elle doit être dynamique. Parce qu'on ne le sait pas actuellement quelles seront les conséquences réelles sur l'état de nos marchés, sur l'état de nos clients. Donc, on se doit d'être en mesure de continuellement remettre en cause le modèle d'affaires, remettre en cause les différentes stratégies à court, moyen, long terme qu'on va mettre en place pour affronter cette pandémie qui nous frappe actuellement. Je vois le temps avancer. 8 actions essentielles qu'on vous propose pour nous assurer et vous assurer qu'on prend les bonnes actions et qu'on est toujours en contrôle de la situation dans un environnement qu'on, malheureusement, on ne contrôle pas. Premier élément, la gestion des liquidités et de la solvabilité. Au début de la période de crise, quand on était en réaction, on a parlé beaucoup de liquidité, faire les budgets de caisse, s'assurer d'avoir des cash flows à la semaine. Maintenant, en période de relance, il va falloir regarder notre solvabilité. C'est-à-dire, notre bilan nous permet de faire quoi? Analyser nos principaux ratios de bilan, le fonds de roulement, la dette, qu'est-ce que ça va coûter justement passer à travers le début de la crise et évaluer quelles sont les marges de manœuvre pour nous permettre de rebondir. Je sais que Vincent n'aime pas l'expression, mais de rebondir ces opportunités et d'avoir assez de marge de manœuvre. Puis je comprends que vous devez vous dire dans votre tête, il n'en restera plus de marge de manœuvre, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme choix et comme priorité pour justement se donner certaines facilités? Parce que s'il y a une deuxième vague de pandémie d'une part, et d'autre part, ce qui m'amène à mon deuxième point, comment je peux tirer des leçons et investir dans la technologie pour m'assurer de prendre profit, si profit peut être, et d'être en proactivité face aux événements. C'est sûr que l'aspect technologique, qui est notre deuxième action essentielle, prend une importance capitale dans le contexte de distanciation sociale et de modes de travail qui auront beaucoup évolué et de chaînes d'approvisionnement qui doivent être revues ne serait-ce que dans leur entièreté, du moins en grande partie. Et cette capacité numérique-là, qu'on en parle depuis longtemps, elle doit s'accélérer en conséquence pour soutenir la relance économique et la relance de nos entreprises. Troisième grand élément, on le vit actuellement. On était, là, un mois, on était en pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, je me plais à dire qu'on est en pénurie de job. Ceci dit, l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre va demeurer. Quels seront les nouveaux modes de gestion? Un mode de gestion à distance beaucoup, un mode de gestion où la santé des collaborateurs prend une place prépondérante dans nos réflexions. Une réflexion où on aura moins de ressources humaines parce que, évidemment, la relance sera très graduelle et progressive et à certains égards longue. Donc, les mesures de réduction qui ont été, dans certains cas, radicales ne permettront pas d'avoir un retour aussi radical. Ce sera très progressif. Donc, comment on peut accepter et gérer un volume d'opérations avec moins de personnel? Et ça va prendre un accompagnement de gestion important à cet égard-là. D'ailleurs, une des mesures que le gouvernement a mises en place, puis je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je n'en suis pas un spécialiste, c'est le soutien à la formation et la transformation des jobs au sein des entreprises. Troisième élément, vous êtes allé un petit peu trop vite, Marie-Hélène. Quatrième élément, c'est de stabiliser et d'améliorer nos ventes. On a eu des chutes drastiques de nos ventes. Comment on peut les ramener à un niveau acceptable où nos frais fixes vont recommencer à être couverts ou même, bien qu'on ait des ententes de paiement allongées, on pourra avoir un certain volume de ventes pour couvrir et générer de la nouvelle marge de manœuvre tranquillement. Pour ça, il va falloir analyser nos produits et se concentrer sur nos produits les plus rentables. Bien que des fois, ça nous fait de la peine d'abandonner des produits parce qu'on dit qu'ils nous amènent des bénéfices indirects, mais il va falloir le regarder en disant c'est lesquels produits qui sont profitables dans le nouveau contexte d'affaires.
5e action essentielle, j'en ai parlé à quelques occasions, c'est la gestion des approvisionnements et la gestion des opérations. Les opérations qui seront de plus en plus numériques, où on devra accélérer. Mais comment que je peux, au niveau approvisionnement, renégocier mes ententes avec mes fournisseurs clés, favoriser l'économie locale d'un point de vue commercial. Oui, on parle beaucoup auprès du consommateur, mais également entre entreprises. Et évidemment, à quel rythme que les frontières vont se réouvrir et dans quel marché. C'est sûr que ça va venir dans une seconde vague de la reprise. Donc, comment on peut se prémunir pour ceux qui ont des opérations délocalisées et des clientèles délocalisées, c'est également le cas. Donc, anticiper ces éléments-là vont devenir fondamentaux dans notre chaîne de valeur et dans la révision de notre modèle d'affaires. Vincent? Oui, les deux derniers éléments, les deux dernières actions essentielles, si on peut passer à l'autre slide, j'en ai parlé en amont, c'est tout l'aspect gestion des risques. Je ne parle pas ici de faire des séries d'entrevues puis de faire un truc extrêmement structuré, mais je pense qu'il faut être réaliste, il faut aussi être conservateur, il faut anticiper les embûches auxquelles l'organisation peut faire face et se poser la question, si ça arrive, quelle sera ma réaction? Puis dites-vous bien que ce que vous allez penser qui va arriver risque de ne pas arriver, puis ça va être une autre patente. Mais d'y avoir réfléchi, d'y avoir pensé, d'avoir un plan d'action pour certaines actions, pour certaines actions, pour certains risques, va vous permettre de réagir d'une façon plus rapide et plus agile. Donc, l'élément gérer les risques, là, je ne vois pas ça comme un exercice exhaustif, mais plutôt de s'assurer qu'on ne se met pas la tête dans le sable et qu'on fait fi des différents éléments. Tantôt, je faisais référence à une seconde vague importante qui pourrait avoir lieu en décembre, janvier, selon certains. Il faut garder ça en tête et se poser la question, qu'est-ce que ça voudrait dire si ça arrivait chez nous? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour mes gens, pour mes affaires, en termes de liquidité, en termes de santé, sécurité pour mes gens, en termes de survie d'entreprise. Le dernier point, le dernier essentiel, c'est tout ce qui s'appelle communication, rassurer les parties prenantes. On suggère fortement une transparence dans la mesure du possible avec nos employés, avec nos gens, avec nos dirigeants, avec nos clients et fournisseurs. Tantôt, Pierre, tu faisais référence aux produits plus profitables, aux produits les plus populaires d'une organisation, ses services les plus importants en termes de cash. Il faut comprendre ce qui va être anticipé du client. Même chose du côté fournisseur. Il faut se poser la question, est-ce que le fournisseur va être en mesure, nos fournisseurs vont être en mesure de continuer à nous donner ce qu'on a besoin pour pouvoir continuer à offrir nos services et nos produits, puis tenter aussi de les sécuriser, et je dis sécuriser dans les deux sens du mot, sécuriser en termes de clients de leur part, et dans un deuxième temps, s'assurer de sécuriser l'approvisionnement. Le dernier point, c'est garder les banquiers, les investisseurs au fait de ce qui se passe, au fait de nos besoins en termes de suffisance, de fonds pour pouvoir réagir. Le dernier élément, avant de passer aux questions, je regarde le temps passer, puis on est presque parfait. En termes de conclusion, Pierre, tu as fait référence, repositionner, re-questionner notre façon d'opérer, notre modèle d'affaires, garder l'humain au cœur de nos préoccupations d'entreprise. Il y a de l'humain chez nos fournisseurs, il y a de l'humain chez nos clients, et on a besoin des humains pour livrer ce qu'on a à livrer. Gérer les liquidités, cash is king, on ne parle pas seulement que de profitabilité, on parle de solvabilité. Piloter la cellule de crise, le plan de relance comme si c'était un projet, s'assurer de suivre quotidiennement. Et innover pour mieux rebondir. Effectivement, j'aime pas le terme rebondir, mais innover pour garder la tête puis se garder le corps le plus à l'extérieur de l'eau possible. Il faut garder espoir, et la dernière slide le démontre, en espérant que le passé est garant du futur. On a ici quelques événements importants qui ont eu des impacts économiques globaux importants. Et ce qu'on dénote de cette analyse-là, c'est que suite à des événements qui ont eu un choc économique extrêmement important, le rebondissement, pour ne pas utiliser le mot rebondir, la suite des choses après les 5 années suivantes a été plus que positif. Donc, c'est ce qui termine
c'est ce qui termine la présentation en soi. Je ne sais pas, Dominique, si tu as déjà reçu des questions, des commentaires, des interrogations, ça va nous faire plaisir, moi et Pierre, d'y répondre. Pour l'instant, j'en vois pas. Si vous avez on a 50 personnes là, présentement, fait que si vous en avez, allez-y. Moi, ce que je trouve intéressant, peut-être j'aimerais vous entendre là-dessus, peut-être vous l'avez vécu avec des clients, vous allez le vivre. Là. Prenons un exemple d'un secteur qui va redémarrer tranquillement, c'est la construction domiciliaire. Juste hier, j'avais une conversation avec la présidente de Prével qui disait, ben moi, en domiciliaire, j'ai 3 chantiers qui peuvent repartir. Mais sa grande interrogation, c'est sa chaîne d'approvisionnement. Tous les matériaux qui doivent venir, là, qui ne font pas partie de la liste essentielle, ça va-tu repartir? Fait que tu as beau être une entreprise où tu te fais enlever menottes, là, mais il n'y a rien qui dit que les mains sont détachées, mais il n'y a rien qui dit que les pieds sont libres également. Fait que comment on peut composer avec ça? Là? Puis je sais que c'est pas évident, là, parce que si ton fournisseur n'est pas capable de livrer, pas capable de livrer, là, mais j'imagine que ça joue dans cette réflexion-là sur le plan de relance, puis ça vient disons, ajouter à la complexité. Si je peux me permettre, Dominique, effectivement, puis de là, tantôt, quand je mentionnais de revoir notre chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas d'une optique strictement d'économie de coût, c'est d'une optique d'avoir le matériel pour le livrer. Tu mentionnes que est-ce qu'on aura tous? C'est sûr que l'ouverture des frontières, on regarde ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Quoi qu'on en dise, je ne suis pas sûr que l'ouverture va se faire au même rythme qu'au Québec, où les mesures de confinement sont beaucoup plus observées. Je ne dirais pas sévères, je veux dire observées. Puis qu'on voit que la pandémie le pic risque d'être plus rapide. Il faut trouver des plans de contingence au niveau approvisionnement, trouver des fournisseurs locaux, trouver des plans B et les prévoir dans notre plan parce qu'il est définitif qu'on aura des enjeux à cet égard-là pour repartir la chaîne. Là. C'est clair. Il faut que l'analyse fine soit faite à cet égard-là. Merci, Pierre. Oui, vas-y, Vincent. Je voulais juste faire du millage sur la réponse de Pierre, mais je pense qu'effectivement, c'est identifier ces fournisseurs clés-là. Et le dernier point des essentiels, c'était tout ce qui était communication avec les parties prenantes. Je pense que c'est de sécuriser ces fournisseurs-là. S'assurer qu'ils vont pouvoir le faire. S'ils ne le peuvent pas, qu'ils fassent les démarches, parce qu'on comprend très bien qu'on vit dans un monde très réactif et jusqu'à maintenant, la courte histoire nous démontre que les sociétés qui ont levé la main en disant on n'est pas présentement considérés comme faisant partie des services essentiels, mais pour pouvoir continuer à faire en sorte que ceux qui le sont puissent opérer, on devrait pouvoir opérer nous aussi. Et l'histoire nous dit là jusqu'à maintenant que ça a été positif à cet égard-là. Pensez à des plans B aussi. Tantôt, tu y faisais référence, Pierre, mais si un fournisseur, pour une quelconque raison, ne peut pas, pour des fins de logistique, pour des fins géographiques, c'est de se positionner rapidement là, pour voir si on n'a pas d'autres gens qui peuvent d'autres fournisseurs de services qui peuvent prendre le relais. OK. Bien, c'est bon. Là, on a 6 questions qui sont rentrées. Donc, il y a Eric qui demande avez-vous des KPI précis ou critiques à suivre dans une période de crise? Donc, des indicateurs clés. Que tu y vas ou il y a des je peux commencer, mais en fait, ma première réaction, ça serait tous les aspects liés aux liquidités. Dans un deuxième élément, puis très rapidement, j'irai tout de suite avec la profitabilité des produits ou des services qui sont offerts en partant de l'hypothèse qu'on n'est pas en mesure de pouvoir produire, livrer la totalité de ce qu'on est habitué de faire. Quels sont ceux qui seront ou qui sont les plus en demande dans un premier temps, puis s'il y a un choix à faire, quels sont les services ou les produits qui sont les plus profitables? Puis quand je dis les plus profitables, c'est ceux qui vont être en mesure de permettre à l'organisation de pouvoir se repositionner rapidement sur le marché. Pierre? Si je peux compléter, tous les ratios relatifs au bilan. Parce que c'est clair que tout le monde est au rendez-vous pour soutenir les entreprises en ce moment, particulièrement le gouvernement. Mais tout à l'heure, les banques vont se re-questionner à savoir, je suis prête à supporter les clients dans la crise, mais je ne pourrai pas supporter tous mes clients. Et ça, cette réflexion-là dans les banques, elle débute. Donc,
Est-ce que j'aurai les marginations et les ratios nécessaires en termes de ratio de dette à long terme, en termes de ratio de fonds de roulement? Ils vont être prêts à tolérer un certain risque et avoir une certaine allégeance là-dessus. Ma margination de mes comptes à recevoir, ils vont avoir un certain niveau de tolérance, mais c'est clair que les réflexes des banquiers vont revenir à analyser le bilan dans un horizon assez rapproché. OK, c'est bon. Éric, si ça n'a pas répondu à ta question, n'hésite pas à en rajouter en bas, puis on pourra relancer nos gens. Il y a Éloi qui mentionne, bon, il y a eu, elle est plus philosophique, puis en même temps, elle est plus difficile à répondre parce qu'on est toujours dans la crise. Là, donc, il disait, bon, il y a un avant, puis il y a un après. Selon vous, quelle serait la plus grande différence entre ces deux moments, entre l'avant-crise puis l'après-crise? Elle n'est pas évidente. Là, non, elle n'est pas. D'un point de vue, moi, je crois, puis il y avait je crois que les gens vont, que l'esprit social, tantôt je parlais du pestel, en entreprise, le volet social, souvent on dit, OK, il y a le volet économique, il y a le volet technologique, il y a le volet des politiques et des programmes. Je pense que l'aspect social, puis ça c'est purement Pierre Fortin, là, ça n'engage aucunement Raymond Chabot ou autre expert, là, va prendre une place plus pondérante. Ça fait des années qu'on parle d'économie circulaire, qu'on parle de philosophie à cet égard-là. Est-ce qu'il y aura un plus gros engouement ou conscience? Je vais parler plus de conscience à cet égard-là. Moi, je crois que oui. Si c'est le cas, mais ça sera peut-être une meilleure société, mais on se le souhaite du moins. Moi, juste faire du millage là-dessus, Pierre, je vais appeler, j'ai entendu le terme, puis je l'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect déglobalisation, d'être beaucoup moins dépendant de certaines géographies, de certains business. C'est un des éléments que je pense qui fondamentalement va toucher les entreprises. Dans un deuxième temps, tout l'aspect qu'on appelait le just-in-time, c'est un autre élément où la gestion, l'approvisionnement risque d'être amplement impacté dans le futur face à ça. Donc, j'ai l'impression que le monde va vouloir réduire leur dépendance en termes d'approvisionnement d'une façon importante. OK, merci. Isabelle mentionne, bon, vous aviez mentionné évidemment dans le webinaire qu'il y a des mesures de suivi à faire de façon hebdomadaire. Elle pose la question si c'est surtout financier. Puis si ce n'est pas le cas, mais quels sont les éléments d'un point de vue stratégie de gestion de crise qu'on doit mettre sur le tableau de bord? Pour l'avoir vécu, où j'étais, on assiste des clients sur la cellule de crise de leur organisation. Je vais vous parler d'une organisation avec des opérations au Mexique, aux États-Unis, puis ailleurs au Canada, et les éléments qui étaient traités à un moment donné quotidiennement étaient tous les aspects humains, tout ce qui était l'aspect screening, de nouveaux cas de COVID au sein de l'organisation qui pourraient mettre à risque certaines opérations locales. Dans un deuxième temps, effectivement, l'aspect financier est très important. Le troisième, c'était tout ce qui est communication avec les clients et fournisseurs. Il y avait un suivi rigoureux, hebdomadaire, quotidien avec les clients et les fournisseurs importants. Le légal est impliqué aussi à certains égards, tout comme les communications. Donc, c'était pas seulement qu'au niveau financier. Je peux comprendre que mon commentaire ou ma réponse est malléable en fonction de la complexité puis de la grosseur de l'organisation, la taille de l'organisation, mais on ne touche pas que le financier, on va toucher vraiment aussi les opérations. Un fournisseur qui, du jour au lendemain, tombe, qui peut avoir un impact important sur le client, bien ça, on s'est donné l'opportunité de le voir venir. Ça va permettre à l'organisation de pouvoir plus rapidement anticiper un besoin de passer à un plan B, par exemple. Okay. Pierre, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, mais je pense qu'il y a certains... puis, tu sais, il ne faut pas... on ne parle pas beaucoup de l'aspect environnemental depuis le début de la crise. Alors que, ne serait-ce que l'automne passé, avec la visite de Greta, c'était dans le giron tout le monde et on avait un virage à faire à cet égard-là. Je conçois qu'en période de crise, on a tendance à oublier parce qu'on travaille sur du très long terme.
Ceci dit, c'est des éléments qui reviennent et on commence à voir des articles au niveau international disant ben il y a peut-être des bienfaits d'un point de vue de la planète de ces éléments-là. Je conçois que ce n'est pas un élément qu'on va suivre à la semaine, mais tout à l'heure, je parlais de conscience sociale, mais il y a peut-être un élément de conscience environnementale que je voulais peut-être rajouter à cet égard-là. Là. Parfait. Écoute, Pierre, tu es en train de te faire une amie, là, Esther Dormagène, qui gère le parcours de développement durable. Là, elle t'aime bien. Là, elle trouve que tu es un excellent défenseur du volet développement durable. Une autre question encore d'Éric. Avez-vous une opinion sur la relation d'affaires Canada-US, mais après la crise? Oh my God. Je vais te laisser je vais te laisser Pierre commencer à répondre. Mais ça, c'est pas évident avec le président qu'on a là, puis de voir la manière dont la pandémie se diffuse aux États-Unis. Là. La grande question, c'est comment peut-on être politiquement correct et répondre? Sachant que tu es enregistré. Sachant que je suis enregistré. Ceci dit, c'est clair que moi, je crois que ça va... les deux pays risquent de développer une certaine indépendance parce que là, on est très dépendants l'un à l'autre. Les deux pays vont vouloir, en tout cas, du moins le Canada, va vouloir développer une certaine indépendance sur les chaînes d'approvisionnement que je le mentionnais tantôt. Jusqu'à quel point on peut le faire sans impacter notre économie parce qu'on a un déficit à cet égard-là. Ça, c'est l'autre grande question. Là. Puis, je pense que M. Fitzgibbon en a fait part là, dimanche dernier dans son point de presse, à quel point il voulait favoriser l'achat local, mais préserver les liens avec les États-Unis. Pas simple. Puis j'ai peur que des fois l'humain oublie les choses. Hein? J'ai l'impression qu'on va réagir adéquatement dans les prochains. Puis ça, c'est Vincent. Je comprends très bien qu'on est enregistré, mais mon humble point de vue là-dessus, pour ce qui vaut, c'est qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, j'espère sincèrement qu'on va avoir gardé comme géographie, on va tirer profit de ce qu'il faudrait garder le souvenir de ce qui s'est passé. J'ai peur que d'ici 2-3 ans, on ait oublié ce qui s'est passé puis qu'on oublie ce qui va être à mettre en place en termes de déglobalisation. Okay. Autre question aussi qui est pas évidente dans le contexte, qu'on est toujours dans la crise. Là. Il y a Marie-Ève qui nous dit qu'il dirige une OBNL, qui est une compagnie de théâtre. Donc, avez-vous une opinion ou des impressions sur la relance du secteur culturel? Puis on exclut le divertissement, mais vraiment, disons, l'art de la scène, qui est théâtre, danse, etc. Est-ce que vous avez... Ayant un beau-frère qui est président, directeur général et fondateur du Cirque Éloise, je partage cette préoccupation-là. Mon opinion, c'est que c'est une industrie, c'est un secteur qui va être lourdement impacté pour des raisons de tout ce qui touche la distanciation sociale. Mais plus que cela, les gens qui sont impactés financièrement, ça risque d'avoir un impact sur le dollar qui va être dépensé en termes de loisirs. Ceci dit, mon opinion, c'est que les gens ont toujours besoin de s'amuser, les gens ont toujours besoin de sortir. Comment tout ça va se reprendre à place, je le sais sincèrement pas. Je pense que jusqu'à maintenant, ceux qui s'en sont sortis au niveau des arts ont utilisé tout ce qui est numérique pour continuer à amuser les gens, à les divertir. Mais j'ai l'impression que c'est une industrie qui peut peut-être prendre un peu plus de temps que d'autres avant de revenir à une situation quasi normale. Et en complément, je pense que tu as totalement raison, en complément, qu'on soit une OBNL ou une entreprise privée, on a les mêmes impératifs de gestion de crise. Ce n'est pas le modèle de profitabilité là, qui fait office là, de changement à faire dans la gestion de la crise, à mon point de vue. Il y a une question, là, j'imagine, vous ne pouvez peut-être pas la répondre live, mais à la limite, peut-être les gens auront vos coordonnées et être en mesure de répondre. Les gens demandent si vous avez des gabarits de plans de contingence puis de modèles de plans de relance à partager. J'imagine que vous êtes business de services professionnels. La réponse, c'est oui, et ça nous fera plaisir de vous parler offline. Okay.
Donc, peut-être simplement écrire, puis il y a peut-être des éléments que vous allez pouvoir partager, puis Ouais. ça se prête plus ou moins à une question live. Autre élément, là, autre question pour l'instant qui est anonyme, mentionne, avez-vous une réflexion stratégique quant à un virage repositionnement? Puis il donne des exemples. Par exemple, CAE qui décide de faire des respirateurs, donc carrément à la limite de changer un peu de secteur d'activité. Là, vous avez vu, par exemple, Pure Vodka qui se met à faire du Purel ou un simili de. Est-ce le moment propice de faire ça ou c'est relativement risqué? Parce qu'on s'éloigne un peu de notre core business dans certains cas. Si je peux me permettre, il y a deux éléments. Puis oui, c'est Pure Vodka qui fait du Purel. Moi, je pense que c'est totalement en mode social de dire on va aider les gens, on va aider, j'ai des chaînes de production, c'est fait à partir d'alcool, donc je suis capable de produire ça. Je ne pense pas qu'il va en faire une business de faire du Purel, là, parce qu'il y avait un certain succès, ou je dirais plus un succès certain avec sa Vodka. Ceci dit, moi, je vais revenir à la base. Les besoins des consommateurs de l'après-crise seront quoi? Puis plus que, comme entreprise, vous êtes en mesure de les anticiper tôt, plus que vous êtes en mesure de profiter d'une relance économique. Le premier fournisseur qui va être au marché avec un nouveau produit mieux adapté va le devoir. Et je crois que, bien qu'on ne parle pas de virage ou de repositionnement complet dans la majorité des cas, chacun va devoir repositionner son offre de service dans un virage plus ou moins marqué. Vincent, quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, je suis d'accord avec Pierre, effectivement. Je pense que les sociétés qui l'ont fait jusqu'à maintenant, tu l'as dit en utilisant le terme social, mais c'est en termes d'aider les gens à traverser la crise. Puis c'est bon aussi pour l'image, il ne faut pas se le cacher. Mais est-ce que c'est périn? Je pense que ça m'étonnerait que CCM continue à faire des masques de protection pour les infirmiers et infirmières. Ceci dit, la réflexion est bonne, puis c'est vrai qu'il faut chercher à innover. Mais ce qu'on voit jusqu'à maintenant, outre l'aspect social, j'ai pas encore vu d'exemple concret de trucs qui vont qui ont poussé les organisations à repenser dans le dernier mois leurs opérations pour se positionner sur le marché à continuer à faire ce produit-là. Donc, essentiellement, ce que vous dites, c'est une organisation peut jouer un rôle de citoyen corporatif exemplaire à très court terme dans un contexte de crise, mais ça n'en fait pas une business pour autant. Mais pour le moment, je n'ai pas vu d'exemple. Puis ouais. Par contre, on n'est pas en train de dire que c'est impossible. Je pense qu'il faut pousser la réflexion. Puis effectivement, ça va permettre à des gens de penser à l'extérieur de la boîte et peut-être à se positionner dans d'autres trucs. Il y avait au début aussi la France, là, je l'avais passé là, parce que je ne sais pas trop, là, techniquement à popper en haut, là, qui mentionnait comment les entrepreneurs peuvent-ils voir venir cette transformation-là? On parle au niveau des valeurs, des changements plus profonds. Je sais que Pierre, vous en a fait allusion au point de vue de l'environnement, le volet social, Vincent aussi. Mais au-delà de ces éléments-là, là, est-ce que si vous êtes, bien, de toute façon, vous gérez des entreprises. Raymond Chabot, c'est une entreprise qui traverse une crise comme toutes les organisations. Comment aborder cette réflexion-là concernant des changements beaucoup plus profonds? Là? Comment l'analyser? Comment le décortiquer? Là? Si vous avez des pistes de solutions là-dessus, ce serait quoi? Que ce soit ne serait-ce juste pour vos organisations. Comment vous le réfléchissez dans le contexte? Chez Pierre, Vincent, vous le travaillez même sur le plan de relance de Raymond Chabot, tous ces éléments-là. Comment vous le réfléchissez pour vous autres? Puis peut-être ça peut être utile pour France pour aborder la question. Je vais revenir à mon analyse Pestel, qui est un modèle vieux qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais ceci dit, moi, je crois qu'il faut regarder ces différents aspects-là, puis essayer d'anticiper. Puis là, bien évidemment, c'est le flair l'entrepreneurial qui va emmener ces éléments-là, mais c'est clair qu'il va y avoir des changements à tous ces éléments, à toutes ces perspectives-là que l'on voit là. Politiquement, là, on va avoir des gouvernements qui vont avoir fait des efforts surhumains, qui vont avoir des enjeux de finances publiques, qui vont vouloir soutenir l'innovation. Socialement, j'en ai déjà parlé. Technologiquement, on sait que le virage va devoir s'accélérer à cet égard-là. On sait également que la reprise va être très lente et que ça va prendre quelques années avant de revenir au niveau où on était. Je peux juste vous dire de revenir à la base puis de l'analyser
puis de lever la tête, puis de regarder la forêt, puis pas seulement regarder le problème la semaine prochaine. Puis c'est très difficile, ça demande une rigueur, parce que le problème la semaine prochaine, il nous rattrape à chaque heure du jour. Et c'est sûr que c'est lui qu'on veut régler, là. Mais les entreprises qui vont être en mesure d'anticiper, après avoir fait une analyse exhaustive de leur environnement d'affaires, vont celles qui vont rebondir le mieux. OK. Peut-être une analyse. Vincent, voulais-tu ajouter quelque chose? Peut-être juste une façon très. Peut-être que ma réponse est très planchée, là, mais moi, de mon côté, je vois l'aspect humain qui va jouer un rôle. La relation qu'on a avec nos employés, plusieurs employés qui ont été mis à pied temporairement, plusieurs employés qui travaillent maintenant sur des heures réduites, dans un contexte où on a eu, toutes les organisations ont énormément de difficultés, ont eu beaucoup de difficultés à les attirer, à les garder heureux. On va devoir redoubler, toutes les organisations vont devoir redoubler d'ardeur et d'imagination pour se réattacher les gens. Je crois fondamentalement à l'humain. C'est ce qui fait qu'une organisation est gagnante ou pas. Et j'ai l'impression que sans créer une cassure, cet élément-là va renforcer l'obligation de se dépasser pour garder le talent et aller le chercher. OK. Une autre question, la dernière qu'on a, puis s'il y en a d'autres qui veulent en poser, n'hésitez pas. Ah oui, en fait, il y en a une autre qui s'est ajoutée, il nous en reste deux. Celle-là est un peu plus technique là, pour des gens de conseillers en management. À la limite, ça aurait fallu quelqu'un peut-être plus en transaction, services financiers pour celle-là. Là. Mais ce qui est mentionné ici, c'est que les financements disponibles par les banques, BDC, IQ demandent des injections souvent à la hauteur de 25 des actionnaires dans un temps où, évidemment, c'est difficile de trouver ce capital-là. Avez-vous des conseils pour répondre à ces injections qui sont demandées? Là, c'est plus financier. Là. Je vais vous dire qu'avec les compétences que j'ai, je vais vous dire de m'appeler offline, puis je vais vous référer un bon conseiller financier de chez nous. Là, mais ouais. Ceci dit, je ne suis pas assez ferré pour répondre. Je vais te laisser aller, Vincent. Moi non plus, là, c'est pas mon domaine. Mais j'aime penser qu'il faut voir ça comme un redépart d'organisation. Les gens qui ont eu à investir beaucoup de sous, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour lancer leur entreprise. J'ai l'impression que pour beaucoup d'organisations, ils doivent reconsidérer ou doivent revoir la situation actuelle comme un nouveau départ et qui peut peut-être devoir impliquer des ressources qui n'étaient peut-être pas prévues il y a quelques mois. Mais en fait, je n'ai pas le nom de la personne qui a écrit ça, mais je vous invite, là, il y a les coordonnées des gens, écrivez-leur. Puis Raymond Chabot a une super grosse équipe là, de gens en financement et en transaction qui ont. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a la réponse à ça. Là. Une autre question, Éloi également. Bon, je comprends des atouts de la planification pré-retour. Par contre, une entreprise comme la nôtre qui œuvre dans un secteur de service qui implique de la production photo, cinéma, nécessiterait des équipes qui travaillent en mode proximité. Donc, souvent, styliste, maquillage, coiffure. Doit-on aller jusqu'à redéfinir la nature de notre industrie, les manières de faire? Parce que c'est sûr qu'avec un maquilleur et un coiffeur, là, 2 mètres, là, ça te prend des bras assez longs. Là. Oui, ça ne se fait pas en télétravail. Hein? C'est sûr qu'on va vouloir tous avoir un coiffeur tôt ou tard. Là. Ça commence. Le besoin est déjà là. Le besoin est déjà là. Ceci dit, la réponse, c'est doit-on aller jusqu'à redéfinir? Peut-être pas. Doit-on aller jusqu'à se re-questionner? La réponse est définitivement oui. OK. Là, ça fait le tour pas mal des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres de la part des gens? Ça fait pas mal le tour. De toute façon, vous êtes facile à trouver. Là, les courriels, les numéros de téléphone sont là. Donc, merci beaucoup de la participation de tout le monde. Les questions, je pense que c'était très pertinentes. Il y en a beaucoup. C'est complexe de répondre parce qu'on est dans un... On a la face collée sur l'arbre pas mal, c'est très difficile. Mais je pense quand même, Vincent et Pierre, vous avez quand même mis la table d'une façon assez exhaustive sur les dimensions clés d'un plan de relance. Fait que j'imagine que c'est sûrement très utile là, pour vous là, qui avez assisté au webinaire. Encore une fois, merci Pierre, merci Vincent de votre générosité, du temps que vous avez pris là, pour partager avec nous vos réflexions et votre expertise. Puis encore une fois, j'hésiterai pas à vous contacter là, si j'avais des problématiques à cet égard-là. Donc, tout le monde qui ont participé aujourd'hui, qui
avez ces besoins-là, puis vous vous questionnez là, sur la meilleure façon de le faire. Là, on a 2 personnes, en Vincent et Pierre, qui sont en mesure de répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis je vous souhaite là-dessus une bonne